Sarah Knafo, bonsoir. Bonsoir Pascal Praud. Merci d'être avec nous. On a appris ce soir qu'il y aurait un futur Premier ministre, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de dissolution. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je pense qu'en réalité, maintenant, on a devant nous plus que 3 scénarios. Le premier, c'est le statu quo. Et je mets dans le statu quo le fait d'avoir un nouveau Premier ministre, soutenu par le bloc central, soutenu par des nuances diverses de centre-gauche. Le deuxième, et je le mets aussi dans le statu quo, c'est une dissolution. Parce qu'on a vu à 2 reprises déjà, en 2022 et en 2024, que les 2 dissolutions, que les 2 législatives n'avaient rien réglé. La deuxième, celle de 2024, a été appelée par l'opposition, donc par le Rassemblement national. Emmanuel Macron la leur a accordée. On a vu le résultat. Instabilité encore plus grande, pas de majorité, puisqu'en réalité, le problème remonte déjà à la présidentielle de 2022, avec un président Emmanuel Macron qui a refusé de faire campagne, qui a refusé de débattre avec ses contradicteurs, qui a refusé de présenter un programme. Donc évidemment... Mais qui a gagné? Et qui a gagné par défaut, parce que les gens ne voulaient pas élire Marine Le Pen. Et donc forcément, à la fin, pas de majorité, puisqu'il n'a pas présenté de projet aux Français. On se retrouve avec une majorité relative, comme on l'a appelé, pour être sympa avec lui. Et résultat, 2 ans plus tard, dissolution qui ne règle rien, toujours pas de majorité. Je pense que pour la prochaine, ce sera la même chose. Alors peut-être que certains feront 20 députés de plus. Ça ne changera pas radicalement le problème. Donc ce premier scénario, pour moi, c'est le statu quo. Le deuxième scénario, et c'est le scénario que je préfère, celui que j'appelle, c'est la démission du président de la République. Je pense qu'aujourd'hui, seule sa démission peut permettre aux Français de reprendre leur destin en main, de redécider, puisque comme je vous l'ai dit, tout le problème remonte à la dernière élection présidentielle. Ça signifie qu'il faut une autre élection présidentielle pour trancher enfin les grandes questions qui n'ont pas pu l'être la dernière fois, avec une campagne escamotée. Et je vous ai dit qu'il y avait un troisième. Donc si Emmanuel Macron n'a pas le courage d'un général de Gaulle, d'un Senghor, qui eux ont pu quitter le pouvoir parce qu'ils se sentaient rejetés, alors je pense que l'autre solution, ce serait le référendum. Et j'en appelle au référendum. Il faut rendre la parole au peuple. Il faut lui redonner la parole. On a bien vu que ça ne passerait pas par l'Assemblée. Il n'y aura pas de majorité dans cette Assemblée. Il ne faut pas se mentir. On peut passer du temps, on peut perdre du temps, etc. Il n'y aura pas de majorité claire. Donc, redonner le pouvoir au peuple. Je vois 2 sujets majeurs. Le premier, puisque c'est d'actualité, on en parlait, le budget. J'ai modestement proposé un plan de 63 milliards d'euros. Je suis sûre, en toute modestie, qu'il serait accepté par une très large majorité des Français, tant les mesures que je propose sont consensuelles et faciles à mettre en œuvre tout de suite. Par exemple? Et le deuxième, par exemple, la privatisation de l'audiovisuel public, par exemple, le fait de réserver 4 milliards d'euros, par exemple, le fait de réserver les aides sociales non contributives aux citoyens français, entre 15 et 20 milliards, mesure qui a l'assentiment de 71% des Français. Il y a même une majorité chez les gens de gauche pour réserver les aides sociales non contributives aux Français. Je rappelle que même le gouvernement de Michel Rocard, en 91, voulait les réserver aux Français et aux Européens. C'est le Conseil constitutionnel qui les en a empêchés. Les socialistes. Imaginez qu'aujourd'hui, vous avez des gens de centre-droit qui vous disent que ce serait scandaleux de les réserver. Même les socialistes, à l'époque, étaient un peu plus conscients de ce que signifiait national dans solidarité nationale. Bref, je pourrais continuer longtemps sur le budget. Premier sujet, donc, un référendum sur ça. Les économies urgentes à faire. Et deuxième sujet, évidemment, et je regarde Geoffroy Lejeune, un référendum sur l'immigration. Que Philippe de Villiers appelle de ses voeux, qu'Éric Zemmour appelle de ses voeux depuis longtemps déjà. Je pense que c'est la priorité pour trancher les grandes questions. C'est le dernier cadeau qu'Emmanuel Macron puisse nous faire avant de partir. Bon, alors la dissolution, elle la fera pas, le référendum, il la fera pas, et la démission, elle se passera pas. Alors, tout est de sa faute. Alors, ça c'est possible. Alors, en revanche, j'ai été surpris peut-être que de la position de Reconquête, Éric Zemmour et Reconquête sont plutôt légalistes, légitimistes, et demander la démission du président de la République. On pourrait souhaiter qu'il s'en aille à la De Gaulle, vous avez raison. Mais lorsqu'on est un opposant, demander cette démission, c'est peut-être mettre le doigt dans un jeu dangereux, parce que si à chaque fois qu'un président ne convient pas ou n'a plus la majorité, l'opposition réclame son départ, je vois là quelque chose pour les institutions qui n'est pas forcément une bonne chose. Je crois pas, vu que le fait qu'il puisse démissionner est légal, constitutionnel, etc., de dire que la seule solution, la seule manière de débloquer cette situation, on vit un statut... Il y a d'abord la dissolution quand même. La dissolution serait logique. Ça ne réglera rien. Si, parce qu'on peut imaginer que la Chambre qui revienne ne soit pas la même qu'il y a 1 an et demi. La France insoumise n'est plus alliée aujourd'hui avec le PS. Le nouveau Front populaire ne fonctionne pas de la même manière. Le Front républicain ne marcherait pas. Il y a également peut-être des gens qui ont été choqués par l'attitude de la France insoumise depuis 15 mois. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit la même Chambre. Quelque chose m'a frappé ce soir en écoutant Marine Le Pen. Je l'ai entendu dire,
Si on a une majorité claire, une majorité absolue, alors on ira à Matignon. Ce que ça signifie, c'est qu'en cas de majorité relative, on n'ira pas. Est-ce que vous savez, en 17 législatures, dans toute la Ve République, combien de fois un parti seul a réussi à avoir la majorité absolue? En 80, le PS l'a eu, je pense que... Le PS, oui, il y a eu 4 fois. Même le général de Gaulle a eu besoin des Républicains indépendants de Valéry Giscard d'Estaing. Le RPR a dû l'avoir en 86. Il y a eu 4 fois en 17 législatures. Donc ça n'arrive quasiment jamais. C'est très peu probable qu'un parti tout seul arrive à obtenir une majorité absolue. On le sent ce soir quand elle dit « on refusera si c'est pas une majorité absolue ». Ce qu'on sent aussi, et on peut comprendre, c'est qu'ils veulent prendre aucun risque avant la présidentielle, qu'ils ne veulent pas prendre le risque de décevoir, parce qu'ils ont bien vu... Et elle veut la dissolution. Elle a demandé hier la dissolution, Madame Le Pen. Je ne vais pas sonder les cœurs et les reins et essayer mais elle a demandé, c'est elle. Elle souhaite une dissolution. Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est contradictoire par rapport à ce que vous dites. Je crois pas. Tout le monde sent bien qu'avec une majorité relative, on ne peut pas réformer le pays et trancher les grandes questions. C'est aussi la raison pour laquelle, à mon avis, le Rassemblement national dit si c'est pas une majorité absolue, on n'ira pas. Donc, je crois que tout le monde sait ce soir que la dissolution ne réglera pas toutes les questions. Si on se projette, évidemment, il y aura un candidat Reconquête. Vous avez vu d'ailleurs que M. Wauquiez, il est prêt à travailler avec vous. J'ai entendu ça. Et alors? Mais pourquoi il dit, par exemple, qu'il est prêt à travailler avec vous? Pourquoi il cite le nom de Sarah Knafo et pas celui d'Éric Zemmour? C'est une très bonne question à lui poser. Mais à votre avis? Franchement, je n'ai pas la réponse. Oui, j'ai vu ça. Je trouve que c'est positif que tous les gens de droite veuillent travailler ensemble. C'est ce qu'on souhaite depuis bien longtemps. Donc, ce que je réponds, c'est que si on arrive à s'entendre sur un dénominateur commun, alors oui. Le dénominateur commun, ce ne sera pas Xavier Bertrand, ce ne sera pas de ne pas censurer un gouvernement PS, mais si on arrive à s'entendre sur un dénominateur commun, je viens de vous citer 2 champs d'action qui, à mon avis, étaient prioritaires. 1, le budget de la France, parce qu'aujourd'hui, notre économie est étouffée par l'état de nos finances publiques. 2, l'immigration, parce que là, il en va de notre destin. C'est la question existentielle. François Bayrou parlait de questions politiques ou historiques. Là, vraiment, on parle de questions existentielles. Donc, si sur ces 2 questions, on arrive à trouver un dénominateur commun avec des gens de chez LR, des gens du RN, et quelles que soient nos différences. J'ai des différences économiques avec le RN qui sont flagrantes. Ce matin, Jean-Philippe Tanguy répondait qu'il ne voulait pas d'alliance avec Reconquête parce qu'il estimait que on n'était pas assez sociaux, que il me reprochait de ne pas vouloir revenir à la retraite à 62 ans. Vous êtes plus libéral. C'est ce que dit Marine Le Pen. D'ailleurs, Marine Le Pen a dit « moi, je suis pas de droite ». C'est ce qu'elle dit. C'est vrai, vous avez raison, c'est ce qu'elle dit. Mais si c'est être libéral de ne pas vouloir revenir à la retraite à 62 ans, oui, je suis obligée de l'admettre. Donc, malgré ces différences qui sont flagrantes, si on arrive à s'entendre sur ces dénominateurs communs, alors c'est clair que toute la droite doit faire un bout de chemin ensemble. Moi, je suis surpris que vous demandiez la démission du président de la République, parce que, de facto, ça signifierait la fin de la Ve République, précisément. Ça crée un précédent. Donc le général de Gaulle a mis fin à la 5e qu'il avait créée. Non, mais là, c'est-à-dire que... On a répondu, d'une certaine manière, à cette question sur la 5e. Non, mais parce que ça crée un précédent, là. C'est-à-dire que le prochain président de la République, dès que quelque chose ira mal, on demandera sa démission. Mais vous vous dites aussi, il faut une campagne que les Français se prononcent en leur âme et conscience, qu'il y ait des projets, etc. Là, ce serait une campagne éclair. Vous appelez de vos voeux une campagne longue pour que les Français puissent vraiment avoir le choix. Là, la démission du président de la République, c'est une campagne de 30-40 jours, encore une campagne éclair. Donc, est-ce que ça ne priverait pas les Français d'un véritable choix ? Donc, puisque la campagne des législatives durerait 2 semaines, elle sert à rien non plus, elle permet de rien trancher, il faut jamais faire d'élection dans ce cas-là. Moi, je pense qu'on peut en réalité, tant qu'il y a des débats télévisés importants, tant que les gens peuvent présenter leurs programmes et leurs idées, on peut réussir à donner le choix aux Français. Et quant à la première partie de votre question, écoutez, si le général de Gaulle l'a fait parce qu'il s'est senti désavoué, on peut considérer qu'il a quand même donné le là sur ce qu'étaient les institutions de la 5e, puisqu'il les a mises en place et qu'il les a créées. Ça signifiait pas la fin de la 5e. Et bien au contraire, on a considéré à ce moment que la 5e, c'était lui aussi... qui décidait. La difficulté, c'est quand l'opposition demande. Mais vous avez répondu à cette question. Très bien que c'est Emmanuel Macron qui va décider. Quand on dit, on appelle Emmanuel Macron à prendre conscience de la gravité de la situation et à prendre conscience que sans cela... Et qui sait? Et qui sait? Et vous avez raison, qui sait? Peut-être qu'il veut partir dignement. Gilles-William Goldnadel. Moi, je serais ravi qu'il y ait un référendum en matière d'immigration, sur l'immigration. C'est la question existentielle. Je ne suis pas sûr, compte tenu du caractère complètement obéré actuel, qu'il soit constitutionnel, votre projet de référendum sur l'immigration. Et je vous avoue que j'ai la confiance que m'inspire l'actuel président du Conseil constitutionnel est assez limitée. Donc comment on fait ? Déjà, on peut reprocher qu'il soit passé à une voix près et que le Rassemblement national se soit abstenu.
en l'ayant laissé passer. Vu la confiance toute relative qu'on peut lui accorder, c'est un des grands reproches qu'on peut quand même faire, puisqu'avoir beaucoup de députés à l'Assemblée nationale, ça doit quand même servir à quelque chose, à s'opposer et à défendre les Français. Sur la constitutionnalité, j'imagine que vous voulez parler du fait qu'on choisit soit l'article 11, soit l'article 89. Il y a une décision du Conseil constitutionnel qui est majeure, sur laquelle il faudra revenir, c'est celle au cours de laquelle le général de Gaulle donc avait utilisé un article. Toute la doctrine et les juristes, notamment de gauche, lui reprochaient l'utilisation de cet article en disant qu'il n'était pas constitutionnel. Il a gagné ce référendum très largement, et quand il l'a gagné, le Conseil constitutionnel a répondu en disant oui, les Français ont validé la méthode. C'est la méthode qui a été validée puisqu'ils ont dit oui à ce référendum. Je crois vraiment que ce référendum sur l'immigration aurait largement les 2/3 des Français qui diraient oui, mais haut la main. Évidemment. Et dans ce cas-là, vous avez, à mon sens, un vrai choix de conscience pour le Conseil constitutionnel et pour M. Richard Ferrand, le Conseil constitutionnel. pour ne pas le nommer. Ah oui, il a une conscience. J'espère bien, M. Bilger peut nous le dire, mais j'espère bien que les 9 juges qui s'y trouvent se poseront la question de comment les jugera l'histoire si 70% des Français ont dit on veut défendre notre pays et qu'ils répondent expressément au peuple en direct, pas à ses représentants, pas aux députés. S'ils leur répondent en direct, vous avez tort parce que c'est le mauvais article qui a été utilisé. Je suis persuadée qu'il se passera à ce moment-là une forme de lâcheté de la part du Conseil constitutionnel qui se dira on ne peut pas faire ça. J'ai l'impression que l'union des droites devient peu à peu une idée, un projet qui s'ancre presque dans la réalité. Qu'est-ce qui bloque encore un petit peu aujourd'hui cette union souhaitée par beaucoup ? Les hommes, les femmes, les non, égos. mais plus Bravo Pascal Pro. Alors non, mais là où vous avez raison, c'est que tous les électeurs de droite, je dis tous, mais on peut spécifier, 78% chez LR, 95% chez Reconquête, 77% au RN, la grande majorité des électeurs la veulent. Donc c'est ce qu'on entend partout. Sans doute vous aussi, moi c'est ce que j'entends partout. À chaque fois que je parle à quelqu'un dans la rue, il me parle d'union des droites. Donc l'idée a fait son chemin. Je suis très fière de dire que chez Reconquête, c'est ce qu'on a défendu tout au long de la campagne de 2022, et même bien longtemps avant pour Éric Zemmour, qui disait déjà que les LR avaient grand tort d'ostraciser à l'époque même Jean-Marie Le Pen. Donc ça remonte à loin, cette défense de l'union des droites. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque ? Pour avoir une union, que ce soit l'union de la gauche ou l'union de la droite, en réalité, c'est la personne la mieux placée qui peut l'imposer. C'est le groupe le plus fort qui peut dire « je tends la main à ceux qui sont les plus petits » pour leur dire de faire union. C'est ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon était le premier de la gauche. Il a accepté de sauver, je mets des guillemets, de sauver des gens qui auraient fait 0 député. Il a accepté qu'il soit à l'Assemblée parce qu'il s'est dit c'est historique, je peux faire l'union. On peut faire l'union de la gauche. Vous vous souvenez comme moi du lendemain de 2022 où ils étaient, d'un coup, ils s'étaient insultés pendant toute la campagne. Du jour au lendemain, ils se mettent tous dans une pièce, ils réfléchissent à un programme et ils se disent on va gagner. Et ils ont beaucoup plus de sièges que ce qu'ils n'auraient eu s'ils avaient été chacun tout seul. Il a sauvé ses petits concurrents qui l'avaient tapé toute la campagne. Vous voyez le parallèle. À côté, vous avez le Rassemblement national, le plus gros parti de droite, qui refuse toute alliance. Non mais convenons qu'Éric Zemmour n'a pas toujours eu des mots aimables avec Marine Le Pen. Et vous m'avez entendu dire que Jean-Luc Mélenchon avait fait alliance avec des gens qui avaient été très mais il y a toujours, quand je parle d'ego, il y a forcément, à travers les années... vous avez raison, c'est beaucoup d'ego. Mais parce que c'est la vie aussi, quand on s'est fait parfois maltraiter. Je ne ferai pas alliance. Mais si par exemple, on a eu un mot négatif sur moi. Mais beaucoup d'ego. Il n'y a pas qu'un mot négatif. En revanche, c'est ranger son ego que de dire le soir du premier tour, à 10 minutes après une énorme déception et après tout ce qui s'est passé pendant la campagne, j'appelle à voter pour Marine Le Pen. C'est ce qu'avait fait Éric Zemmour, vous avez parfaitement raison. Mais si elle vous appelait par exemple Madame Le Pen, sans rien négocier. Est-ce que je ferai alliance ? Bien sûr, il faut faire alliance. Vous la connaissez d'ailleurs, est-ce que les gens se posent toujours ces questions. Vous vous rencontrez parfois avec Madame Le Pen ? Vous avez des échanges ? Pas vraiment, non. C'est-à-dire que vous l'avez déjà rencontrée une fois ? Non, il me semble pas. Jamais vous avez échangé avec elle. Alors, permettez-moi de... Comment ? J'allais dire, vous connaissez par contre Jordan Bardella. Oui, on se connaît depuis longtemps. Mais c'est étonnant. On pourrait imaginer, au nom de la France, parce que ce que vous dites est juste sur, entre guillemets, les peuples de droite. Le peuple de droite, effectivement, il est unanime. Voilà, il voit des passerelles entre Wauquiez, Bardella, Knafo, Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Philippe Tanguy, je peux même mettre Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, etc. Et il est d'accord sur 70%, c'est-à-dire sur l'immigration, il en veut moins, sur la société libérale, il veut sans doute qu'il y ait un peu moins de normes, qu'on puisse mieux travailler. Bon sens que leurs dirigeants, voilà, à grands traits,
Vous pouvez faire un programme où vous allez... Entièrement d'accord. Bon. Après, il faut que les gens se rendent compte. Entièrement d'accord. Donc ce que j'allais vous dire, c'est que c'est le plus fort qui est en capacité de dire « je vais faire alliance, je jette toutes nos rancunes à la rivière », comme l'a dit Éric Zemmour dans une interview du JDD récemment, et je suis prêt à faire un accord malgré tout ce qui a pu se passer, malgré les désaccords, parce qu'il y a un dénominateur commun le plus faible. Donc ce que je dis aux gens qui nous écoutent, si vous voulez vraiment l'union des droites, alors il faut promouvoir le seul parti qui la défend, c'est-à-dire Reconquête, et nous, ce qu'on peut vous assurer, la promesse qu'on peut faire, parfois les partis les plus petits deviennent les partis les plus grands, on a vu ça en Italie chez nos voisins. Mélanie était à 2%, Salvini était à 30%, aujourd'hui c'est elle qui... Mais le vote utile est un laminoir. Et en Italie, on disait la même chose. On disait à Mélanie, arrêtez de vous présenter, ça sert à rien. N'y allez pas. Et aujourd'hui, c'est la femme forte de l'Europe. Donc, ce que je dis aux gens, c'est si vous voulez vraiment cette union, votez pour le parti qui la promeut et qui la défend. Et nous, ce qu'on peut vous promettre, c'est que dès le lendemain, on oubliera toutes ces rancunes, on oubliera toutes ces attaques. J'oublierai que M. Jean-Philippe Tanguy m'a reproché de ne pas avoir les bonnes idées ce matin chez Apolline de Malherbe. On tendra la main. On posera la question aux gens de droite quand ils viennent sur ce plateau. Alors, comme il y a le temps de parole, le fameux temps de parole, vous savez qu'il reste quelques minutes. Bon, je voulais savoir votre avis, parce que vous avez suivi, on va en parler, la polémique Cohen-Legrand. Ça m'intéresse beaucoup. Comment vous l'avez vécu d'abord, et est-ce que par exemple vous pourriez imaginer ne plus aller à France Inter, où je disais ce matin, je suis étonné que les gens de droite aillent encore à France Inter. Alors moi la dernière fois que j'y suis allée, je pense que je leur ai laissé un bon souvenir. Oui, parce que effectivement vous les avez la journaliste qui m'interrogeait a arrêté le métier. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, j'ai vu, elle a ouvert un vignoble. Elle est devenue vigneronne. Karine Becker. Vous êtes Attila, rien ne repousse. Rien ne repousse. France Inter, attention. Donc elle a arrêté le métier. Alors je ne sais pas si j'y retournerai. Je pense que c'est bien d'y aller et qu'il faut leur dire leur cas de vérité avant de fermer ces chaînes, en tout cas avant de les vendre et de les privatiser. C'est d'ailleurs dommage qu'il n'y ait pas un service public de qualité. Moi, je le regrette. Moi, j'ai connu un service public, le service public des années 70, de Marcel Julien, de Chancel, de Pivot. Il y avait il y avait une grande estime du service public. Ouais. On en est aujourd'hui à regretter le service public qui est devenu un service de propagande dans la fiction, dans l'information, dans le divertissement, dans tous les domaines. Il y a deux sujets. D'abord, il y a le sujet idéologique. Évidemment que c'est scandaleux de payer avec nos impôts des gens qui complotent à haute voix dans des bars tabac du 7e arrondissement pour faire gagner M. Glucksmann. C'est rageant de se dire que tous les mois, Nicolas paye, nous payons pour aller payer le salaire de M. Patrick Cohen, le salaire d'Élise Lucet, etc., etc. Je ne vais pas tous les nommer, ça énerve Jean-Michel Apathy que je les nomme. Mais c'est rageant de se dire qu'avec notre argent, c'est ce qu'on finance. 4 milliards d'euros par an, c'est excessif, c'est énorme. Pour vous donner un comparatif, c'est ce que devait rapporter la suppression des 2 jours fériés par M. Bayrou. On voit bien ce qu'on demande comme effort aux Français et ce qu'on verse et ce qu'on paye à côté. Donc ça, c'est le premier sujet. C'est un sujet éminemment politique. On n'a pas envie de payer pour ça. Et je vais même vous dire, parce que je suis quelqu'un de sincère et de bon sens, je ne voudrais pas avoir un service public de l'audiovisuel de droite. J'ai pas envie de remplacer le service de l'audiovisuel de gauche par un service de l'audiovisuel de droite. Je ne veux plus qu'il y ait de service public de l'audiovisuel. Et je vous réponds sur la nostalgie de ces années où ça marchait. Économiquement, ça se justifiait. À l'époque, ça coûtait très cher de créer une chaîne de télévision. On en avait une seule, il y avait des moyens colossaux, il y avait des impératifs techniques, des barrières à l'entrée énormes qui justifiaient que l'État puisse investir dedans. Aujourd'hui, créer une chaîne, ça prend 2 minutes. Vous avez un micro, vous avez YouTube, vous créez votre propre chaîne. On a du divertissement partout. Il n'y a aucune justification économique pour que ce soit l'État qui investisse à perte, puisque c'est des subventions, alors qu'à côté, des groupes privés font même du bénéfice. Donc, privatisation totale, et j'espère que de plus en plus de Français sont lucides quand ils voient ce genre de vidéos. Il est 20h47 et ce fameux temps de parole, dont je parle très souvent, est terminé. Donc je vous remercie grandement. On a pu faire un tour d'horizon. Je retiens quand même des choses importantes. C'est que si demain Marine Le Pen vous appelle pour former une union ou les prémices d'une union, et si Madame Le Pen donc appelle également, pourquoi pas les LR, mais il faudra poser la question LR. Vous, en tout cas, vous êtes partante. Merci partante. Vous allez l'être également à l'instant, puisque ce temps de parole est terminé.